Bonjour Georges, Bonjour Pedro, bonjour à tout le monde. bonjour à tous. On voit Galicie, le coq sportif, etc. Les habitués. Maintenant, on commence à les connaître. Il faudrait qu'on fasse un événement, Georges, je pense, avec nos habitués, pour découvrir qui est derrière le coq sportif ou Galicie. Ça se trouve, on les connaît, ça se trouve, on les connaît pas. Mais Il n'y a toujours pas de soleil à Paris. ouais, tout à fait. Et ben, tu sais que j'ai vu un article la semaine dernière. Je crois qu'on a vécu 5 jours, une période de 5 jours sans le moindre rayon de soleil. Du moins qui n'a traversé, la couche nuageuse. C'est ouais, il fait moche, mais il paraît qu'il fait plus beau qu'en Bretagne. Non, je plaisante. Heu, on va être sérieux parce que le premier sujet, sujet dramatique, heu, c'est une catastrophe qui s'est passée sur le territoire français. C'est important, je pense de le répéter. Puisque certains ont l'air de penser, que Mayotte, ce n'est pas la France. Mayotte, c'est la France et on avec un bilan qui aujourd'hui est très incertain. On parle de centaines de morts sûrs, mais on parle que peut-être, il y a des milliers de morts qu'on sait pas vraiment. On la ville est l'île est dévastée. Il y a plus de 100 000 personnes, les premières, estimations, c'est plus de 100 000 personnes sans toit, ni eau, ni rien, dans une île qui vit déjà, on va dire, une situation compliquée et pour qu'on comprenne, hein, 100 000 personnes, il y a 320 000 habitants à Mayotte. C'est-à-dire que ça veut dire un tiers de la population. C'est comme si en France, on avait, 20 millions de personnes qui se retrouvaient sans toit, d'un coup. Donc qu'est-ce que toi, ça t'inspire, Georges? Et en particulier, l'attitude de nos autorités qui avaient pas l'air très pressées d'aller là-bas. Mais d'abord, c'est l'émotion, c'est quand même absolument, terrifiant ce qui est arrivé à Mayotte, c'est à l'archipel de Mayotte. Ce sont plusieurs îles qui sont touchées, qui ont subi un des cyclones les plus violents qui soient. On parle, dans l'œil du cyclone qui a malheureusement touché le cœur de Mayotte, à des vents, selon les observateurs qui étaient, pouvant aller jusqu'à 300 km/h. Donc il y a très, très peu de choses qui résistent à un tel vent. Et comme tu l'as dit, alors c'est le préfet, hein, qui le dit lui-même, depuis hier soir. Il a dit: «Il y aura sûrement c'est pas possible autrement». Vu le nombre de, maisons, précaires, de bidonvilles qu'il y a à Mayotte, il y aura des centaines de morts. Il dit: «Peut-être 1000 et des milliers de victimes». D'autant plus que ça va être très, très difficile de savoir ce qu'il en est, vu qu'un tiers de la population, de Mayotte, sont des clandestins, qui sont pas toujours enregistrés, qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Mais je tiens à préciser, pas que les clandestins. Beaucoup de Mahorais vivent dans des conditions précaires. Alors ça soulève, énormément de questions, hein. D'abord celle des infrastructures dans ces départements et Mayotte est le département le plus pauvre de France et on sait que dans les territoires d'outre-mer, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, heu et d'autres, on a des déficiences en termes d'investissement public dans tous les domaines et d'accès à l'eau potable, hein. Par exemple, en Martinique, alors, c'est sympathique, on a une nouvelle Miss France qui est martiniquaise, mais l'eau potable, eh ben, n'arrive pas, parfois à 50 de la population. Donc, on a, des situations comme ça qui sont pas médiévales, mais qui sont pas exactement celles du 21e siècle. Ça, c'est la première chose. Donc évidemment, quand il y a une catastrophe naturelle, quand les infrastructures sont mauvaises, eh bien, c'est horrible et ce qui va suivre est terrible aussi, parce que des milliers de victimes, des centaines de morts, sous des gravats, sous des tôles, dans une zone tropicale, ah bah, c'est très, très vite, beaucoup de risques, sanitaires liés, à des maladies qui peuvent se développer. On pensera, par exemple, au choléra déjà. Or là également, les infrastructures hospitalières qui en plus ont été touchées sont, largement insuffisantes. Et on sait que Mayotte, c'est très compliqué puisque déjà
récemment, il a fallu quand même faire des convois d'eau puisque je disais, les infrastructures d'assainissement des eaux ne sont pas suffisantes. Donc on est dans une situation catastrophique. Les gens ont tout perdu et là, j'avoue que je suis un peu étonné parce que de moi, j'étais choqué, de enfin, d'autres personnes et dans nos médias, bon, c'est annoncé que oui, c'est terrible, mais ça fait pas plus la une que Miss France ou ce qui se passe, en Corée du Sud ou en Géorgie ou que sais-je. Imaginons un seul instant que, je sais pas, à Marseille ou à Dunkerque, ou à Bourges, on ait plusieurs centaines de morts, heu, des milliers de victimes d'un coup comme ça en une journée. Ouais, il y aurait immédiatement un deuil national, les médias seraient tout le temps dessus, les gens feraient le focus public serait sur ce sujet-là. Bah, là, c'est pas le cas. C'est un peu étonnant. Heu, Ce qui est étonnant aussi, c'est certaines réactions. Alors j'en ai eu beaucoup moi, parce que j'ai hier soir, tout ce que je vous dis, j'ai écrit rapidement. Il y a eu des réactions étranges, sous écrit, mais je l'ai vu ailleurs, donc des gens qui, quasiment une forme de contentement. «Ah bah, c'est des Comoriens qui sont morts, ils avaient qu'à pas être là, tous des migrants, c'est clandestin». Oui, on le dénonce assez, on l'a fait ici, on est au courant qu'on a un grand problème, d'immigration clandestine, à Mayotte. Mais, premièrement, d'abord, dans ce genre de situation, ce sont des êtres humains, hein, qui sont morts ou qui sont gravement blessés qui n'ont plus rien. Ensuite, il n'y a pas que des, Comoriens. Et comme tu as dit, c'est, un tiers de la population qui n'a plus de toit. Heu, et dedans, parmi eux, beaucoup de nos compatriotes. Bon, et puis de toute façon, le minimum de compassion humaine fait qu'on devrait, voilà, s'occuper de tout le monde et là, pour le coup, le choléra, qu'il vienne de cadavres, de Français ou de Comoriens, ça ne change rien. Il sera tout aussi virulent. Et à l'image de la réaction un peu, faible de nos médias, bah, nos gouvernants n'ont pas beaucoup réagi non plus, hein. Voilà, et Emmanuel Macron et Bruno Retailleau étaient d'abord en Corse pour le pape. Alors je comprends, c'est très, très important, le pape, surtout dans un État, laïque comme la France, donc il faut aller le voir à l'aéroport et puis faire des photos, surtout, c'est très, très important. Encore une fois, si c'était passé, à Nice ou à Marseille, on aurait déjà décrété, l'état d'urgence, national. Il y aurait éventuellement un deuil national et le président et tout le monde serait déjà là-bas. Voilà. Bon, Bruno Retailleau y va, enfin, après avoir fait son passage auprès du pape, avoir fait, petite Il a photo. offert un cadeau si je me trompe pas. Oui, mais c'est bien, mais de toute façon, c'est très, très bien. Il faut avoir des relations avec le pape, c'est l'État du Vatican, mais il y a des urgences, voilà. Il y avait déjà le président de la République. Bon, il est ministre de l'intérieur, il va y avoir énormément de travail de coordination, hem sur place, ne serait-ce que pour que les secours puissent arriver. Mmh. Voilà, bon et ces gens-là, ces politiciens ont tendance à se déplacer pour la moindre, idiotie où ils servent à rien. Bah, là, pour le coup, ça servirait. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Ce qui est assez choquant, c'est qu'on le voit tout sourire à donner son cadeau au pape, alors que je pense pas que le pape aurait pris grippe. Surtout, faut pas oublier, on parle de ministre démissionnaire. C'est-à-dire qu'il est même plus vraiment au gouvernement. Donc son dernier acte, c'est: «Je préfère donner, un cadeau au pape que d'aller, ce qui est son rôle, accourir pour, aider, nos compatriotes, quoi». Alors on a C'est Alice, Cocobel dans le fil, qui a dit que son fils a quitté, Mayotte en juillet. Le toit de son ancienne maison s'est envolé. Je pense à ses amis et à tous ceux que nous avons rencontrés lors de notre voyage. Courage à eux. Ouais, courage à eux, effectivement, c'est un archipel, donc difficile d'accès. Les infrastructures sont faibles, hein, il y en a qui le rappellent, encore une fois, l'hôpital. Oui, ça va être très compliqué et heu et heu et je sais qu'on va nous dire, pas ici, hein, je pense, et beaucoup, de ceux qui, heu, considèrent que ce ne sont que des Comoriens, heu et d'ailleurs, ça montre que les effets de la non-action gouvernementale sur ce sujet, de laisser des clandestins s'installer n'importe comment,
ne pas tellement les recenser et les laisser se mettre sur des pans de montagne, comme on a vu par exemple, à Rio de Janeiro, dans des favelas, mais là des bidonvilles, ah oui, ça finit toujours mal, d'une manière ou d'une autre. Soit c'est une coulée de boue, soit c'est un cyclone, soit c'est une épidémie. Bon, enfin, c'était pas sérieux. Maintenant c'est fait, on va vivre avec. Mais on entend déjà ceux qui vont nous dire: «Ah mais ça coûte de l'argent, on n'a qu'à le rendre aux Africains». Bon, je sais pas qui sont les Africains, parce que les Africains, c'est beaucoup de pays, c'est un très grand continent, il fait 6 fois l'Europe. Bon, heu, les Mahorais, par 2 fois, ont voté, leur appartenance à la France. L'île de Mayotte est française depuis, enfin avant Nice, hein. Nice était pas française, que Mayotte l'était et mais oui, soit on est en France partout, soit on est en France nulle part. Bah, c'est pas normal et oui, ça coûte de l'argent d'améliorer les infrastructures à Mayotte, mais bah, cet argent, on peut l'avoir. D'autant plus que ça serait une politique, comme on dit, keynésienne de développement du territoire et on peut arrêter de fournir de l'argent à des qui ne sert à rien. Encore une fois, on donne, combien? 180 millions d'euros par an, pour le développement de la Chine. Ça, c'est amusant comme ligne de dépenses, en France. Ils doivent bien rigoler à Pékin. On a le crédit impôt recherche qui est détourné par une partie de ceux qui l'utilisent. On a le CICE, 120 milliards par an, pour que nos entreprises puissent, vaguement, ne pas être totalement, déstabilisées par, l'euro. Bon, ça, c'est vraiment une belle dépense, absurde, qui fait quasiment 90 de toute la dette, de la France, sur les 20 dernières années. On a les 3 milliards envoyés en Ukraine pour continuer une guerre complètement absurde qui ne sert à rien à la France. Bref, de l'argent, il y en a pour nos concitoyens. Bon, ça devrait être un réveil. Il faut arrêter, c'est pas possible. On en avait beaucoup parlé pendant la présidentielle. Il y a beaucoup de développement à faire dans les territoires d'outre-mer qui vont profiter à tout le monde. Car je le rappelle, la France, si on considère la surface maritime, heu, qu'on a en propre, on est le plus grand pays du monde, voilà, devant la Russie. Bah, il faut savoir l'utiliser et à ceux qui disent: «Oh là là, c'est de la mer», bah, oui, bah, si vous êtes en Russie, imaginez, exploiter des trucs qui sont sur les îles Sakhalines ou au fin fond de la Sibérie, je peux vous assurer que c'est peut-être plus dur que d'aller, exploiter, les mers. Donc Mayotte, comme tous ces territoires d'outre-mer, donne une puissance particulière à la France que personne d'autre n'a, et si c'est français, eh bien, c'est la France partout, donc les infrastructures doivent être solides, et ce n'est pas le cas. Voilà, une vraie politique à mener pour ceux qui, un jour, auraient envie de s'occuper de la France et pas d'absurdités, internationales sur lesquelles ils n'ont aucun poids. Alice Cocobel pose une question et je pense qui est, juste. Est-ce que Bernard Arnault va-t-il faire un don comme pour Notre-Dame? Et ben, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, pourquoi pas, un grand plan de reconstruction où, ceux qui, fuient l'impôt puissent aider aussi à la reconstruction. Ce serait un beau geste. On va dire tout vu tout l'argent, qu'ils ne payent pas d'impôts. Voilà, je pense que voilà, il y a beaucoup à faire, hein. Comme tu l'as dit, il peut pas y avoir de la France, c'est même plus de la France périphérique, c'est de la France sous-développée. Et ce concept ne devrait même pas exister. C'est-à-dire que la France devrait avoir un niveau de développement égal partout, qu'on soit, en Oui et métropole. puis on a des bêtises, enfin, en Guadeloupe, Martinique, on a 50 de la jeunesse qui touche le RSA. Il y a pas d'industrie, il y a des pêcheries, mais le poisson est transformé en Europe, puis il revient là-bas. On va pas installer, des usines de transformation du poisson, enfin, c'est bon, c'est un petit exemple, il y a énormément de richesses, qui peuvent être tirées, tu en sais quelque chose, Pedro étant, moitié brésilien, de l'Amazone, la Guyane, mais d'ailleurs comme la Réunion, heu, a accès à toute une série de plantes, rares qui permettraient d'avoir une pharmacopée, alors il y a une pharmacopée traditionnelle dans ces pays-là, mais à partir de laquelle on peut faire heu, des médicaments ou des produits utiles pour la population qui pourraient être produits localement. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste, le vouloir, voilà et pas avoir un président qui, quand il va pour la première fois à Mayotte, ne trouve rien d'autre qu'à faire une blague sur les kwassa-kwassa. C'est vrai.
j'avais oublié ce point d'orgue, cette, on va dire, cette honte nationale. En même temps, il y en a tellement avec celui qu'on ne nommera pas que voilà. Heu, Justement, parce que Donc voilà, c'est solidarité avec les Mahorais. Je ne sais pas quelles vont être les mesures prises, heu, voilà, ceux qui peuvent, mais il faudrait soutenir nos compatriotes. On va voir qu'est-ce qui va se mettre en place. mmh, on a un devoir de solidarité de toute façon, en tant que Français avec tous les Français, par principe. Alors justement, on a évoqué, puisque c'était en lien avec, la visite du pape, le pape en Corse a fait, une déclaration que tu vas nous commenter, c'est qu'il a plaidé pour une laïcité qui ne soit pas statique et figée. Alors, qu'a voulu dire le pape, Georges? Bah, le pape fait son boulot de chef d'église et il veut qu'il y ait plus de place pour les religions, en particulier l'Église catholique, dans cette France, qui fut la fille, aînée de l'Église et voilà, qui s'en est un peu détachée avec cette laïcité qu'il maudisse au Vatican. Parce que ça s'est d'abord, développé contre le catholicisme, politique. Or, on voit qu'il revient, il profite du fait qu'on a des dirigeants pour qui la laïcité, d'abord, elle n'est pas très bien comprise et puis la géométrie variable. Donc, Philippe, non, Édouard Philippe. Édouard Philippe, je vois, petite confusion. Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, lui parlait de laïcité apaisée, hein. Bon, en général, quand on met un adjectif à laïcité, c'est qu'on veut pas de laïcité. En tout cas, on ne veut pas de celle-ci et on est assailli, la France, par le modèle, anglo-saxon, communautariste, où, il n'y a pas de laïcité, mais des places particulières, réservées à chaque, religion, en fonction, des luttes, politiques que mènent leurs représentants pour, acquérir des droits, supplémentaires par rapport aux autres. Mais voilà, c'est un autre modèle, mais c'est pas le nôtre, c'est pas la France et donc régulièrement, il y a des coups de boutoir et heu, je souhaiterais attirer l'attention sur ceux qui, soi-disant, défendent les musulmans. Soi-disant, ceux qui croient défendre les musulmans, dire: «Mais non, il faut absolument arrêter de les embêter avec le voile». Tous ceux qui, sont pour qu'il y ait plus de l'islam politique ait plus de place dans l'espace politique. Les catholiques réactionnaires n'attendent que cela. Les évangéliques n'attendent que cela et autant il y a une immigration certes importante, de toute façon, ils sont largement majoritaires. Donc à ceux qui veulent sortir, ouvrir la boîte de Pandore, de la place de telle ou telle religion dans la société, ça, c'est ça qui nuira aux musulmans. Donc la règle doit rester celle définie, par le compromis de 1905, très bien formulé par Victor Hugo: «L'Église chez elle, l'État chez lui» et donc monsieur le pape François II, eh bien, il faut trouver un moyen diplomatique et sympathique, parce que c'est quand même le pape, de lui dire que sur cette question, eh bien, il s'occupe de ses, grenouilles de bénitier, de ses mitres, de son encens et qu'il nous laisse tranquilles. Ce qui ne l'empêche pas de venir faire des messes, c'était très, très bien. Il y avait une grande ferveur populaire, les Corses sont très contents, c'est un moment important pour les croyants, ça c'est fort bien, mais il n'a pas à nous dire comment on doit, gérer nos affaires, cultuelles. Alors tu parlais du voile, mais il y a eu un peu un scandale, alors je ne retrouve pas l'image, donc peut-être qu'ils l'ont supprimé. C'est Amnesty International qui avait fait un visuel, je ne sais pas si tu l'as vu passer ce week-end, justement qui mettait, une fille dévoilée et une fille voilée en disant que le voile ne devait jamais être interdit, ni, forcé. Or, ce qui était ambigu, c'est qu'ils mettaient sur le même plan, des filles en particulier en Iran, qui risquaient leur vie pour se dévoiler et des gens qui, dans les pays occidentaux, ne risquent rien, avec leur voile. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des interdictions, mais personne ne risque de se faire emprisonner, violer, tuer parce qu'elle ne met pas le voile. Ça n'existe pas en Occident. Parce qu'elle met le voile, je veux dire. Non, mais c'est la solution,
qu'on trouvait en se raccrochant aux branches, ceux qu'on appelle des progressistes ou certains à gauche qui, sont en même temps, hein, Emmanuel Macron, en même temps pour, que le qu'on ait le voile ici et qui soutiennent celles qui, refusent le voile en Iran. C'est évidemment absurde comme position, c'est compréhensible à un adolescent qui réfléchit, mais ils se retrouvent, dans une contradiction qu'ils doivent résoudre. Et donc on a des inepties, voilà, comme cette campagne de publicité ou Sandrine Rousseau qui dit: «Mais non, non, le voile en Iran, c'est pas bien parce que c'est imposé par des monsieur barbus, masculinisme toxique, tout ça. Par contre, ici, c'est très bien parce que c'est l'embellissement». Bon, on a un niveau d'absurdité qui est quand même, assez élevé, mais qui encore une fois, il faut bien trouver une solution à une contradiction, majeure, dans le raisonnement. Or, la contradiction majeure, c'est que la gauche, dont la laïcité a toujours été le liant, c'est la laïcité, c'est quelque chose qui a été défendu par les diverses gauches, dans l'histoire de France. Lors du cartel des gauches de 1924, le Front populaire en 1936, le programme commun, dans les années 70 et 80, des gauches très différentes qui parfois se sont cassées la gueule parce qu'elles avaient des vues en particulier sur l'économie, pas du tout, conformes les unes aux autres, eh bien, avaient ce lien-là, la laïcité. Et le nouveau Front populaire et avant la NUPES, c'est la première fois qu'on a une coalition de gauche où le liant, où il n'y a pas la laïcité comme liant. Pire, pour certains, la laïcité, c'est quasiment du fascisme. Et résultat des courses, c'est l'extrême droite, en tout cas le Rassemblement national, qui reprend la laïcité, comme ils ont fait avec le drapeau, comme ils ont fait avec la nation, comme ils ont fait avec Jaurès, enfin bref, avec tout ce qui a été abandonné par la gauche parce que des incultes ont décidé que c'était mauvais. Bah, résultat, c'est eux qui en parlent et donc qui aggravent le cas. C'est-à-dire que c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice où la laïcité devient quelque chose de fasciste, ce qui n'a aucun sens, évidemment. Et je le répète, il est, vu les guerres de religion qu'a connu notre pays, ce serait une très, très, très mauvaise idée que l'on revienne à un système, disons, qui ressemblerait à quelque chose de communautariste. Je Alors pense je que les vais, musulmans et tous ceux qui sont dans des religions minoritaires, ils perdraient très largement au change. Et quant à ceux qui ne peuvent pas faire autrement, ne peuvent pas faire autrement que de vivre exclusivement sous, les lois d'Allah et que tout ça est tr mais c'est très bien. On est chacun est libre. C'était la même chose pour les catholiques, au XIXe siècle. Eh bien, il faut qu'ils aillent vivre ailleurs. Il y a plein de pays où la charia, est extrêmement, voilà, est le cœur du système judiciaire, où, leurs valeurs sont mises, structurent la société. Il faut y aller. D'ailleurs, il y a un nouveau pays où, ça va être le cas, ils peuvent y aller, ça s'appelle la Syrie. alors Et de la même justement, manière pour les catholiques extrémistes, il y a 2 ou 3 pays où ils peuvent aller, on les a déjà envoyés par le passé. alors, juste je vais rectifier mon propos, c'est Amnesty International Monde qui a fait la campagne et pas France. Effectivement, c'est pour ça que je la retrouvais pas. Je vous ai partagé l'image et effectivement, il y a énormément, par exemple, l'association des femmes yézidis, il y a beaucoup de gens qui leur sont tombés dessus en leur disant qu'on ne pouvait pas mettre sur le même niveau, le fait de se dévoiler et le fait, d'avoir une interdiction, de porter, le hidjab en Occident et que c'était, honteux de leur part. Mais comme ça doit être probablement, la succursale américaine, ça correspond à ce que tu disais, sur cette vision-là. Mais Et tu as il faut dire, c'est le génie, militant des frères musulmans. Parce que l'argument du voile, c'est la liberté. Ce qu'on entend à chaque fois ce qui est le sujet à chaque fois, il y a un proto frère musulman qui vient dire: «Mais pourquoi vous ne demandez pas aux femmes voilées leur avis? C'est une affaire de liberté». Bah, ils ont gagné l'argument, au niveau de l'Amnesty International. C'est quand même remarquable. Bravo à eux. alors justement, ça permet de faire le lien avec, cet autre sujet qui est que la France donc, réouvre, une mission diplomatique, en Syrie et donc, depuis 12 ans, c'était pas le cas. Avec, on va dire, des rencontres, avec, Al-Jolani. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est quel est ce pays, donc je parle de la France, qui en plein procès Samuel Paty, en sachant que son assassin s'est inspiré de ces gens-là, réouvre une mission diplomatique sans même au préalable demander, une désolidarisation ou une condamnation de ce qui s'est passé en France, puisque c'est quelqu'un qui se revendiquait de leur groupe.
on va dire, pour moi, c'est un crachat à la mémoire de Samuel Paty. Heu, c'est honteux. On devrait C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème maintenant à ouvrir des re alors je crois qu'on l'a fait avec les talibans aussi. C'est Quelle morale on a après pour juger les autres pays, et ce qu'ils font? Mais là, on est dans cette même, folie et de nos dirigeants qui marchent sur la tête. Bon, on pense qu'on veut du régime, des Assad, qui franchement n'était pas, reluisant et c'était une dictature, certes. Mais on le savait très bien. Quand, Jacques Chirac décore, Bachar el-Assad de la Légion d'honneur en 2001, il me semble, heu, on devait le savoir. Quand, il s'assied à côté, du président Nicolas Sarkozy sur les Champs-Élysées et que défilent ses troupes sur les Champs-Élysées, ah! Quelque chose me dit, et moi je suis parfaitement sûr de ce que je vais dire là, que le régime de Bachar el-Assad de 2008 est strictement le même que celui de 2011. Il s'est pas tout à coup mis à massacrer un tas de gens, et avant c'était un gentil garçon qui pouvait venir sur les Champs-Élysées. Donc incohérence totale. Il faut bien comprendre, que cette incohérence est vue par le Sud global. Bon, heu, passons sur le fait que le gaz, au large de Lataquié était, exploité par Total. Et voilà que, commence, le soulèvement, en 2011, et on arrête, sur injonction des États-Unis encore une fois, toute relation diplomatique. C'est incroyable. Même les Allemands ont maintenu une antenne de leur service de renseignement. Faut bien entendre ça. Les Allemands ou les Espagnols ont maintenu, un niveau dégradé de leurs ambassades, et donc des antennes, de l'équivalent de la DGSE. Nous, non. Mais que je sache, le régime d'Assad n'a pas mené d'attentat, en France. Il n'a pas fait le Bataclan. Hem, Par contre, les Al-Qaïda, les Al-Nosra, les Daesh, toutes ces organisations, où a été el Joulani, le nouveau maître de Damas, hein? Il était quand même lieutenant d'Al-Baghdadi. Il était à Daesh, il était à, Al-Qaïda, et Al-Nosra, c'est l'antenne, idlibesque d'Al-Qaïda qu'il dirigeait, qu'il a dirigé, enfin qu'il dirige jusqu'à maintenant. Donc ces gens-là, c'est, le Bataclan, c'est Samuel Paty, c'est, tout un tas d'attentats à travers l'Europe, les États-Unis, et là, ah, tout est bel et bon. On rouvre une, une antenne diplomatique. Ouais, j'ai CQFD, voilà, les le récit, parle de lui-même, je crois. Ouais, non, non, mais c'est comme j'ai dit, Et comme le disaient certains là, ils ont vu, oui, dans les quelques images qu'on a vues qui tournent, parce qu'il n'y en a pas tellement en fait, qui sont répétées, sans fin. Bon, on a entendu des djihadistes français dire: «Ah, au moment où il y a des Russes qui passaient, ah, c'est les Russes», puis c'est pas la seule fois, hein. On a des djihadistes là-bas, français, puis ceux qui les prisons ont été libérées. Alors oui, il y a des reportages sur les prisons des Assad. C'est sûr qu'il y a des meilleurs endroits. Déjà quand on voit les nôtres, au Beaumet, bon, c'est pas terrible, mais là, c'est catastrophique avec des exactions, des tortures, bon, certes. Et parmi eux, comme on l'a déjà dit ici, beaucoup d'opposants, démocratiques, mais surtout ceux qui sont sortis des prisons sont des djihadistes, dont plein de Français. Donc ça va être très, très bien. Voilà. non, effectivement, c'est honteux. On verra bien si la justement, si la France se couche ou Quelqu'un qui a fait une remarque, humoristique, je ne le retrouve plus, voilà, Manuel: «Est-ce qu'ils vont envoyer un LGBT en Syrie pour la diplomatie?» Bah, ce serait drôle. Ils aiment bien faire ça en Afrique de l'Ouest, envoyer des missions et financer, des antennes pour défendre les LGBT. Voilà, c'est là, il faudrait le faire à Damas, ça serait, je pense qu'on rigolerait un coup. Parce que je dis ça, alors, c'est des gens quand même qui jettent les homosexuels du haut du sommet des immeubles, hein, comme traitement, de ce qu'ils considèrent comme une maladie grave. mmh, non, mais c'est bon, bref. C'est On peut même pas critiquer le gouvernement puisqu'il y a plus de gouvernement, du moins il y en a un nouveau. D'ailleurs, on n'a pas évoqué, Georges, on n'a pas du tout évoqué le nouveau premier ministre. Je pense que tu le feras avec Gilles, juste après, notre invité.
parce que ça se passe tellement de commentaires aussi. J'ai l'impression, tu sais, c'est le fameux truc, on croit qu'on a touché le fond et en fait, on arrive à creuser encore et on se rend compte que ils ont même des super forêts et ils arrivent à creuser vraiment très profond. Enfin, un autre sujet par contre là, intérieur, qui est un sujet justice, il y a des policiers à Nice qui ont été, agressés, violemment passés à tabac par 5 hommes et la justice, alors ça va faire plaisir à Juan Branco parce que pour ceux qui ont lu, son programme, il est contre les comparutions immédiates et il est pour, on va dire, une sorte de société sans justice à part pour les politiques. Mais bon bref, c'est un petit tacle personnel pour quelqu'un qui a lu son programme. Heu mais plus sérieusement, voilà, ils ressortent libres alors que, moi je sais pas, dans n'importe quel pays normal, on tabasse des policiers, on ressort pas libre, mais bon, je sais pas ce que tu en penses? Mais c'est pas oui, c'est vous avez vu les images, j'imagine? C'est d'une violence extrême. On a des gens qui sont, au sol, donc des policiers municipaux de Nice, avec des gens qui leur tapent dans la tête alors qu'ils sont KO au sol. Ouais, on a tous, une tête, Mmh. on s'est tous cognés un peu. On sait tous très bien ce que c'est un coup de pied de toutes nos forces dans la tempe de quelqu'un qui est au sol. Ça peut pas bien se passer. Donc ça s'appelle une tentative de meurtre, en fait, ou d'incapaciter une personne de manière grave, qui a déjà été frappée. Donc c'est un tabassage en règle. Je Si ça survenait à New York, à Alger, à Moscou, à Pékin ou, à n'importe quel pays, mais ils seraient déjà tous en tôle. Vous imaginez qu'à New York, il y ait des gens qui, comme ça, tapent des policiers au sol et qu'après leur dire: «Ah oui, c'est pas grave, vous pouvez sortir. On va réfléchir à quand est-ce qu'on va vous Je juger. pense qu'ils Ça seraient pas sera dans passés par la case prison, hein. ça sera dans 14 ans après une enquête». Mais on serait dans un pays, fraternel, où et sympathique, il paraît, parce que la police, il paraît, est plus sympa, dans le pourtour méditerranéen, ce qui est pas le cas évidemment, c'est une blague, mais non seulement ils seraient déjà en tôle, mais ils auraient déjà compris qu'il faut pas taper sur des policiers de cette manière-là. Beh, voilà, c'est la France d'aujourd'hui. Heu, on a une classe politique qui est pas responsable, qui déclare son irresponsabilité sur tous les sujets et où on laisse faire ça. C'est-à-dire que c'est un message qui est envoyé, heu, à tous les voyous, à tous les petits cons, à tous les criminels. Beh, faites ce que vous voulez. Faut pas s'étonner après qu'il y ait, des histoires avec des chauffeurs de bus, des chauffeurs des conducteurs de train qui, les choses se passent mal, avec des incivilités. Hein. Donc là, on peut tabasser des policiers, c'est filmé, les gens sont filmés, hein, il y a des caméras et ils sont relâchés le lendemain. Alors, je vois que Galicie dit au Japon, tu craches par terre ou tu mets, tes poubelles au mauvais endroit, tu fais une semaine de garde à vue. Alors, c'est pas faux, Ouais, le j'ai des Japon, c'est un régime fasciste, enfin, c'est horrible, hein, n évidemment. ouais, mais il y a juste un bémol à savoir. Le Japon est un des pays où il y a le plus bas taux de résolution des crimes. C'est-à-dire que pour arrêter les petites incivilités, ils sont très forts. Par contre, la grande criminalité, les yakuza, il y a plus Oui, personne. il y a une très faible criminalité et bon, ça ne viendrait de personne au Japon de tabasser des flics. On est bien d'accord. Et encore une fois, si ça serait, on aurait pris à la caméra de 2 types bourrés, à 2 grammes qui insultent 2 policiers en les poussant. Bon, OK, Mmh. ça arrive tout le temps, mais c'est pas ça. On a un rassemblement de gens qui tabassent, donc peuvent tuer. Encore une fois, des coups à la tête, sont mortels, en fait, peuvent être mortels, et ils veulent le faire. Mmh. Bah, c'est pas acceptable. Voilà. Donc pour nous, on accepte. Alors, avant que tu reçoives, Gilles, 2 petits, sujets très rapides. Un qui est par rapport à, bah, encore la crise, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, certains sont en train de faire un parallèle. Donc ce que les ingénieurs français sont en train de vivre, c'est le scénario que les ouvriers ont vécu dans les années 80. C'est-à-dire qu'avant, les cadres en France étaient assez protégés des licenciements et des plans sociaux et maintenant c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'une classe sociale dit aisée commence à souffrir et donc c'est là où on peut se dire que la crise touche tout le monde et toutes les couches de la société et
voilà, pour ceux qui ont encore un doute sur la situation actuelle, c'est tous les voyants sont au rouge. Alors tu as peut-être quelque chose à dire rapide là-dessus, Georges? Non, mais voilà, tu as dit la situation, enfin, tout le monde le voit bien, le sait bien, c'est pas juste, maintenant que les ingénieurs commencent à être touchés ou les cadres, d'entreprise. Et puis il y a un sentiment d'insécurité sociale pour les classes moyennes supérieures, hein. On parle des ingénieurs, des cadres, d'entreprise. Ils savent très bien que pour leurs enfants, ça va être plus compliqué que pour eux. Donc oui, on a une paupérisation et on a, un effondrement économique, un effondrement industriel. À un moment donné, ben, on paye l'addition. Et il faut savoir que en réalité, on ne forme pas assez d'ingénieurs dans notre pays. Mais les ingénieurs qui sont formés, et certains très, très compétents, tu le rappelles régulièrement Pedro, en fait, on a des têtes, des gens qui font, y compris aujourd'hui, des choses extraordinaires, sauf qu'ils ont pas les le problème, c'est qu'ils ont pas les débouchés en France. En fait, il n'y a pas assez, de postes pour couvrir le peu d'ingénieurs qu'on produit. Ça, c'est incroyable. Beaucoup n'auront pas de travail d'ingénieur, c'est-à-dire construire des choses. Ce pourquoi ils sont formés, ce pourquoi des jeunes se sont engagés dans des études. Voilà, ils vont faire de l'audit et autres inepties d'entreprise, en surveillance à distance du travail d'ingénieurs, qui sont faits en Chine, en Inde ou ailleurs et ont pas accepté longtemps, on a fait une interview récemment d'un économiste, indien. Ils vont pas accepter longtemps que les choses, se fassent de cette manière. Oui, merci. Alors, pour conclure, je vais évoquer très rapidement un autre sujet, mais qui correspond justement à cet état français. Ce week-end, en fait, j'étais sur les réseaux sociaux et les Brésiliens parlaient beaucoup donc de la disparition d'un jeune homme, donc d'un photographe qui avait pu donner signe de vie depuis le 28 novembre et pour lequel le consulat, la police fédérale brésilienne, tout le monde en fait s'active et ils étaient tous surpris qu'en France, la police mette plus de 5 jours avant de commencer à enquêter et recevoir les gens, que, bah, ils avaient pas l'air très pressés. Il y a des gens qui leur ont remis l'iPhone, du moins un certain nombre de, hem, outils informatiques de ce jeune homme et la police française, au commissariat, ils ont dit: «Bah, on n'a pas les moyens de débloquer, le téléphone». Ce qui a rendu fou les Brésiliens. Ils ont dit: «Mais nous, n'importe quel agent de la police fédérale est capable de débloquer un téléphone» et donc un pays dit moins développé, se dit: «Mais en fait, dans quel état est ce pays qui est censé être» donc de l'étranger, on appelle, le 1er monde, donc les pays développés, donc ceux qui sont censés être en tête, ils sont même pas capables de retrouver quelqu'un qui a disparu, alors qu'il y a des caméras partout et cetera et ben, je me suis dit que ça dit beaucoup justement sur cette vision, même là-dessus, c'est-à-dire que la France perd de son aura. C'est-à-dire que les gens, voient et me disent: «Mais c'est quoi ces pays en fait?» Mais vous vous souvenez du coffre de Benalla? Mmh. Oui. Ah, ouais, voilà, 48 heures, on trouvait pas de serrurier, pour ouvrir la porte de l'appartement de Benalla. C'est ballot, hein.